Si les sports mécaniques ne vivent pas nécessairement des moments faciles ces dernières années, certaines initiatives font exception et rencontrent un franc succès. En inaugurant le concept de montée historique il y a 10 ans déjà, Robert Van de Vorst et ce qui allait devenir l'écurie du Maquisard, bras organisateur de la Royal Écurie Ardennes, ont mis dans le mille. Preuve que la montée historique du Maquisard ne constitue nullement un cas unique, la mise sur pied il y a 2 ans déjà de la montée historique de Forétro est venue confirmer la tendance. Pour la 3e édition de ce qui était naguère connu sous l'appellation Course de Côte de Fléron, Forétro a fait le plein d'engagés et de convivialité, et ça, on ne peut que s'en réjouir. Mais au fait, qu'est-ce qui fait le succès de la montée historique de Forétro au point que l'organisateur joue pratiquement à guichet fermé? Avant tout, il y a le tracé de la côte. Avec ses 2350 mètres variés à souhait, les épingles succédant aux courbes rapides, voire très rapides, cette montée est désormais caractérisée par un asphalte de type billard. Les anciens apprécient pour la nostalgie, les plus jeunes pour le caractère sécurisé de l'ensemble, une belle unanimité. S'il est important de ne surtout pas oublier le passé et même de le célébrer dès que possible, le succès des montées historiques, c'est ailleurs qu'il faut le trouver. Avec leur concept démo sans le moindre chrono jusqu'à 16h, puis un final placé sous le signe de la compétition pour ceux qui le souhaitent, les courses de côte façon écurie du Maquisard ont mis dans le mille. Le concept est en effet rassembleur, réunissant des concurrents bien différents les uns des autres dans une bonne humeur généralisée. L'écurie du Maquisard étant avant tout composée de vrais passionnés de sport automobile et de connaisseurs des anciennes, le premier groupe de concurrents est composé de purs et durs de l'historique, qui mettent en point d'honneur à présenter au public des machines d'époque remarquables, à l'image de la doyenne de Forétro, la Porsche 356 Préa 1959 de Michel Clojean. C'est une des premières Porsche, hein. Ils ont commencé dans les années 50, je pense, donc la production n'était pas très grande à l'époque, et elle a une particularité, elle a un toit ouvrant, une Préa avec toit ouvrant, je crois qu'il n'y en a eu que 11 construites. Dans un genre identique, Henri Morinville joue néanmoins sur 2 tableaux. Primo, il réside dans le charmant petit village de Forêt, ce qui en fait l'un des concurrents très locaux. Secondo, sa Triumph TR3A peut se targuer d'un pédigré impressionnant. C'est un moteur 2 litres, 4 cylindres, moteur de tracteur David Brown, déjà à l'époque. Et elle est munie de freins à disque avant, donc c'est une des premières voitures de série à avoir des freins à disque. Ce type de voiture, on fait 3e, 8e et 5e aux 24 heures du Mans à l'époque. Que dire alors de cette Porsche RSK de 1965, voiture de légende assurément, qui ramène aux 60s et à James Dean. Et si la version présentée par Paul Royen est une réplique, elle a permis au public de goûter lors de chacun de ses passages au charme du sport auto de l'époque, ce qui offre encore une autre dimension sur un tracé tel que Forétro. À côté des anciennes qui font rêver, il y a les vraies bêtes de course, toujours emmenées par l'Alpine A110 Groupe 4 du français Joël Fabé-Lesage, inconditionnel des épreuves de l'écurie du Maquisard et dont la berlinette a vraiment fréquenté les spéciales des rallyes mondiaux. C'était la voiture d'Anderson chez Alpine. Elle a été vendue par Jacques Chénis, qui était le directeur sportif d'Alpine, à Bob Néret, qui est le créateur de l'écurie à Septogil. Néret, il a gagné 3 fois le Monte-Carlo. Et puis ensuite, alors elle a couru dans le team à Septogil, c'était Christine Dacremont, sa pilote. Elle a fait le Tour de France Auto, enfin énormément de rallyes. Et ensuite, Néret l'a vendu, il l'a transformé terre, et il l'a vendu à Jean-Claude Bertrand, qui était un franco-ivoirien, qui avait une écurie de course à Abidjan et qui l'a engagée au Bandama 74. Elle avait fait 2e dans la première étape avec Jacques-Henri Alibelli au volant entre 2 504 d'usine, Altonen Mäkinen. Elle a couru le Poisson Regardless aux États-Unis, enfin elle a énormément couru. Des années 60, Forétro avait également attiré cette Renault 8 qui n'est néanmoins pas une version Gordini, même si on se trouve ici en présence d'une auto qui a été coursifiée et dont le comportement est plaisant. Encore un modèle qui a plus que marqué son époque. C'est une caisse de majeur, mais elle est montée totalement au Gordini, donc suspension, frein, les 4 amortisseurs arrière, les freins à disque à l'arrière, mais le moteur n'est pas Gordini puisque c'est un 14 Renault 5 Alpine. Datant de la même année, 1963, que la R8, la Mini Cooper S reste un modèle du genre en compétition. 2 exemplaires étaient présents dans la côte de Forétro cette année, respectivement pilotés par Thomas Nelissen et Guy Guffens.
Je roule en compétition amateur depuis que j'ai un permis de conduire. J'ai toujours eu des Mini, en parallèle bien sûr, parce que bon, c'est pas une auto exploitable tous les jours. Donc. Et puis j'ai racheté cette auto en 98. J'ai roulé pendant 10 ans en rallye historique régularité. Et puis là maintenant, je n'ai plus beaucoup le temps, je vieillis et je viens passer mon temps comme ça de temps en temps avec ma fidèle amie qui marche très fort. Voilà, j'essaye de m'amuser comme je peux avec mes moyens, mais je fais tout moi-même sur l'auto, ce qui est un grand avantage. Mêmes années, même gabarit pour la NSUTT de Jean-Luc Faoué qui nous manquerait le maquisard et Forétro pour rien au monde. Il n'empêche, l'une des principales attractions de Forétro cette année, c'était cette BMW 323i Groupe 5 aux impressionnants appendices aérodynamiques, une restauration que l'on doit à un autre régional de l'étape, Stéphane Pétré, et une auto qui peut aussi se targuer d'un CV impressionnant. J'ai fait de la course de côte pendant 6 ans il y a quelques années. J'ai arrêté pendant 6 ans, puis bon, le virus étant toujours là, je me suis dit, je vais me faire plaisir maintenant, quoi. J'arrive à un âge où on essaie de prendre un peu plus de plaisir plutôt que de travailler tout le temps. Donc voilà, j'ai eu l'occasion d'acheter cette petite merveille. Donc, et je fais maintenant les côtes historiques. Rappelez le modèle, l'année, décrire la voiture. Donc c'est une 323 Groupe 5, donc avec le kit des années 80, donc elle est de 1978, avec un moteur 2,5 litres dedans, injection Kugelfischer, full préparé de chez Pipo. Et c'est une ancienne de circuit du garage du Bac, qui à l'époque contrait Luigi dans la Coupe du Roi dans les années 80, quand il y avait les 24 heures de tourisme. Dans cette catégorie des sportives, on ne manquera pas d'ajouter la spectaculaire Porsche 930 Groupe 4 de Léon Burton, autre habitué des événements de l'écurie du Maquisard, dont le public n'est pas prêt de se lasser. Quant à la Ford Escort MK1 de Jean-Yves Dauchac, on ne s'y trompe surtout pas, sous ses apparences de voiture de route avec ses voies étroites se cache un danger absolument redoutable, passé entre les mains d'un certain Dominique Maty. Résultat, en joujou dont le pilote fait un excellent usage. Autre catégorie dignement représentée à Forétro, les originalités. Entendez par là des autos, degré de préparation variable, mais qu'on a presque l'habitude d'apprécier sur les épreuves sportives. À témoin, cette toujours originale Toyota 1000, sortie du milieu des années 70. Je suis un féru de Toyota, j'ai des jeunes Celicat 74 aussi, donc c'est un petit peu ma marque fétiche qui remonte à la jeunesse, à la prime jeunesse. On reste dans le clan nippon avec la Honda Civic de Dominique Martens, une première génération qui a fait son apparition sur le marché en 1978. Petite auto, petite mécanique, mais passion grande comme ça. Le fun, puis il n'y en a plus. On n'en voit plus, on te dit pourquoi pas. Et pourquoi être venu ici ce week-end à Forétro? Vous faites des courses de côte d'habitude? Plutôt compétition ou plutôt historique? Ancêtre, historique. Pour m'amuser, je m'amuse bien, ça va bon. Et celle-ci, elle a quelque chose de spécial, plus qu'une autre? Ouais, moteur préparé, boîte, carrosserie, un peu tout. Même raisonnement pour les Volkswagen Coccinelle. Si la version bodybuildée de Bernard Cornet est connue, certains se lancent dans les montées historiques avec des autos nettement plus proches de la série. Côté voiture britannique, la Triumph Dolomite Sprint 1972 d'Alain de Milissac est bien connue des amateurs de régularité, ce qui n'est pas nécessairement le cas de la Spitfire 1977 de Christian Roux-Brooks. À Trot, il est une famille qui n'a Dieu que pour les italiennes sportives et ce n'est pas un hasard si les Chacon, Édouard et José ont jeté leur dévolu sur cette chantante Fiat 128 qui date de 1974. Voilà des années qu'on roule en voiture de course. Bon, le virus, c'est mon frère qui me l'a donné. On a continué, donc j'ai retrouvé sa voiture qui a 21 ans, qu'il avait arrêtée. On a remonté une mécanique et maintenant on est à deux à rouler dessus, quoi. Et on se prend plaisir de revenir ici à la course de côte de Forétro et s'amuser avec, quoi. Autre objet d'apparence anodine qui gagne en prestige, mais se fait toujours plus rare, la Renault 5. À Forêt, les amateurs du genre ont été gâtés avec 2 exemplaires de la version Alpine Groupe 2, des bolides pilotés par Dominique Salvant et Dominique Ancien. Retour au menu du grand livre de Forétro 2015 pour aborder le cas de ceux qui viennent avant tout faire le show, à commencer par le néerlandophone Peter Gouy, dont la Nissan Silvia 1989 est plutôt taillée pour le drift que pour la côte. C'est parfois brutal, pas toujours précis, mais force est de reconnaître que les spectateurs apprécient beaucoup.
2 ans passés, une amie avec un Mini m'a inscrit sur le code de course là. Et il a dit que ça va être rigolant pour faire le drift sur un montée. Et moi je dis ok, c'est bien, et j'ai gagné le prix spectacle, alors ça c'est cool aussi. Hein. Pour ceux que les dérives de l'homme à la Sylvia ont titillé, un petit bonus, on embarque aux côtés de Peter Gouy pour une montée de Forétro pas nécessairement académique, chaud devant. Du drift au sport, il n'y a qu'un pas. Voici dans ses œuvres Maxime Ebran, passé depuis longtemps maître dans l'art de ne jamais maintenir son Opel Manta dans l'axe de la chaussée. Et il aime ça. Cette année, j'ai participé à déjà 3 courses de côte. Et, la course ici, c'est une très belle côte. L'ambiance est toujours le top, quoi. C'est toujours bien. Personne n'est là pour gagner. On est tous sur le même pied d'égalité pour s'amuser. Et c'est une bonne ambiance. Mais la côte est super, l'organisation est top. On a roulé pour une fois, c'est la 6e montée que je fais. C'est parfait, quoi. Il n'empêche, au moment de décerner les trophées en fin de journée, c'est un autre négociant en très grande glisse qui a été primé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici Lionel Junius, prix du spectacle au volant de sa traditionnelle BMW E30. Et l'ami Junius, il fait des émules dans le monde de la côte historique. Les bavaroises puissantes, qui sont autant de propulsion, sont des odes au spectacle, ce qu'ont parfaitement compris les compétiteurs, avant tout présents pour tenter d'amuser la galerie. Je me suis monté une petite BMW 36, 325i, 24 soupapes, 190 chevaux. Et voilà, pour dire d'un petit peu s'amuser, faire un peu de glisse. Déjà, c'est propulsion, et puis voilà, c'est plus pour la montée historique et tout ça, quoi. C'est vraiment plus pour faire à ce niveau-là, quoi. Dans un genre similaire, voici Fabrice Sita qui a privilégié une version compacte de la E36, une voiture datant aussi de 1989. J'ai fait la voiture moi-même sur un an. C'est une BM des années 94-98, ça dépend le châssis et quelle année est sortie. Et j'ai fait la voiture tout seul avec mon père pendant un an, de A à Z. Donc on a acheté la voiture d'origine, on l'a vidée, on l'a démontée, on l'a ressautée, on l'a soudée. On a fait tout ce qui est petites modifications pour l'électricité et tout ça. Et au fur et à mesure du temps, on a monté le baquet, le tableau de bord est fait sur mesure, les aérations dans le capot pour qu'elle refroidisse plus vite. Voilà. De petites adaptations, mais qu'il y a encore à faire maintenant, encore un peu à modifier. Avant-dernier chapitre de Forétro 2015, les Youngtimers, une espèce en voie de très fort développement. Pour ceux qui ne sont pas des adeptes de la langue de Shakespeare, un Youngtimer, c'est une ancienne, pas trop vieille, mais quand même. En règle générale, les voitures concernées sont issues des années 80, à l'image de la BMW M635 CSI de Patrick Garrois. Pour expliquer le succès du phénomène Youngtimers, il convient de parler argent. Ces autos sont plus récentes, donc moins chères, et les pièces détachées se trouvent généralement de manière plus aisée que pour les autos des années 70, 60, voire 50. Car au bout du compte, l'essentiel, c'est avant tout de se faire plaisir. C'est encore des voitures où il y a un pilotage, sans dette électronique. C'est une voiture très simple, même pour bricoler, pour certains jeunes, tout qui veulent commencer. Ils n'ont pas besoin de passer par des garages bien chers pour la préparation. On trouve quand même assez bien de pièces. Et je trouve pour le sport automobile, pour pouvoir rouler avec des petits enseignes comme ça qui ne coûtent pas trop d'argent, c'est bon pour le sport mécanique. Dans Schmitz à l'autre, on a assisté à une variation du thème nippon avec Serge au volant de cette moins courante Mitsubishi Starion 1989. Coupé toujours mais plus petit gabarit avec la Fiat X9 de Paul Herman.
Dans le même genre, voici la Lancia Beta Monte Carlo de Lilo Faracci, un modèle auquel on est largement habitué en Belgique par la grâce du grand absent de Foretro cette année, Jean-Pierre Van de Hoer. Autre caractéristique plaidant en faveur des Youngtimers, le fait qu'ils ont fait rêver les jeunes adultes d'aujourd'hui quand ils étaient ados. Ce qui nous a d'ailleurs valu la présence de jeunes pilotes de nature à assurer un bel avenir aux montées historiques. Un renouvellement des cadres qui ne peut que satisfaire l'écurie du Maquisard. Parfait exemple, Kevin Charpentier et sa Fiat Ritmo 105 TC. Il y a 8 ans d'ici, je recherchais un véhicule R7 pour faire des rallyes balades, des promenades, etc. Et voilà, je n'avais pas vraiment de marque qui me tenait à cœur. Et puis je suis tombé sur celle-ci, elle m'a bien plu au premier abord. Et puis voilà, j'ai aussi décidé de la restaurer. Toujours plus fort, parmi les jeunes, nous prenons bien du plaisir à rouler en ancienne, on trouve même une demoiselle. Bon d'accord, Kelly Grafe a de qui tenir, mais que le sport auto est encore plus intéressant quand il attise la curiosité de la jante féminine. C'est une Toyota MR1, elle est de 1990. Donc voilà, on a été la chercher ici dans la région et on a fait quelques petites modifications pour que ça puisse monter. Il y a encore des petits réglages à faire et des améliorations encore à faire. Parmi les moins anciennes qui ont défrayé la chronique à Foretro, citons encore la Fiat Uno Turbo de Nicolas Di Stefano ou encore la Suzuki Swift de Fernand Cole. Plus prestigieuse sans doute, quand bien même son image n'était pas celle d'une très grande sportive au cœur des années 80, l'Alpine GTA de Gilbert Kurz en impose. Quant à cette Renault Super 5, il s'agit d'une version GTE coupe assez rare, utilisée en compétition dans un contexte bien précis. C'est une ancienne coupe Pokal, elle a couru en 89 et en 90 en Allemagne. Puis cette voiture a été vendue en Angleterre, elle a roulé pour sa dernière fois en 95. Et après ça, la voiture a été stockée dans un garage. Quand je l'ai récupérée, elle avait 2500 km. 2500 km, pardon. La voiture est quasi comme nouvelle, elle a quelques petits coups à gauche, à droite. Mais une super bagnole, super agréable. Et voilà, c'est mon cadeau de mes 20 ans et j'en profite cette année pour pouvoir rouler avec. Un bolide de course qui nous amène au groupe restreint des candidats au chronomètre en seconde partie de journée avec la traditionnelle montée en or, suivie du top 10 et du Final 3. Un triple exercice que ne pouvait hélas pas disputer Charles Chavant, jeune retraité très actif du sport auto pour raison mécanique. J'ai participé pour la première fois en 1962 ou 63, donc ce n'est pas hier, c'est loin d'avant-hier. Mais je l'ai fait uniquement parce que j'ai décidé d'arrêter la compétition. À mon âge, il est temps d'ailleurs. Et j'ai ma voiture à vendre et je la teste un petit peu ici, comme c'est un nouveau moteur, pour voir un peu ce que ça donne pour pouvoir la vendre. Mais c'est uniquement dans ce but-là. Bien sûr, on retrouve l'ambiance, c'est évident, mais ce n'est plus pour moi. Je deviens trop vieux maintenant. Les Youngtimers étaient nombreux cette année dans la montée en or, avec notamment cette VW Golf 16 soupapes pilotée par Paul François. Je la possédais déjà, donc je me suis dit que autant la monter et puis j'aimais bien cette voiture-là, donc en étant toujours dans le milieu VW, ben voilà quoi. Top 10 finale loupé de peu pour Geoffrey Gilles, dont l'Opel Corsa 1600 cm3 date de 1986. Quant à Christophe Bouille, il pilote avec toujours autant de plaisir cette Polo version G40, malheureusement contrainte à l'abandon avant la super finale. Mention toute particulière pour Michel Clojean qui a défié les moins anciennes avec sa Porsche 356 Pré-A, ce qui lui a valu le 9e rang général. Parmi les locaux qui ont tenu à expérimenter la montée historique jusqu'au bout, excellente 8e place et podium classé pour Benoît Thierry sur VW Golf GTI de la 2e génération. Quant à Bruno Claessens, il a été efficace au volant de cette Golf 1, médaillé d'argent en classe B. Tant José qu'Edouard Chacon prit part à la montée en or avec leur Fiat 128 et sur cette aire, c'est José qui s'en est le mieux tiré avec un 6e rang final et la victoire en classe A. Excellent top 5 général pour cette autre Opel Corsa 1600, celle de Walter Piccinini qui loupait le Final 3 pour pas grand chose. Je suis content de ma journée, même si ça s'arrête, je veux dire par rapport à peut-être au Toxé, je suis vraiment content. Donc, et puis on a pu faire plaisir à beaucoup de personnes à venir à côté, donc vraiment une journée magnifique. Spectaculaire à souhait, Maxime Hébran est aussi un pilote redoutable d'efficacité, ce qui lui a valu de conclure la journée au pied du podium final et en 2e position. Ce qui nous amène aux 3 concurrents qui ont eu droit à une ultime montée décisive pour l'établissement du classement général. C'est le lauréat de la classe D, Patrick Albert, qui décrochait le bronze au volant de cette Porsche 911. Très content, je suis très heureux, superbe journée, belle organisation, et que du plaisir. C'est un objectif avéré le podium ou c'est une surprise? Non, je venais ici pour m'amuser, donc tant mieux si ça va, mais il n'y avait pas d'objectif fixé.
Souvent rattrapé par la malchance, Bernard Cournet n'a pas dû mécaniquer cette année à Forétro. Le résultat est sans appel, victoire en classe B et somptueuse deuxième place finale, méritée pour cette VB Cox bodybuildée. Très belle place, aller chercher Françoise, je savais déjà à l'avance que c'était impossible, sauf s'il commettait une erreur, donc c'est très bien, c'est parfait. On sera de retour l'année prochaine? Oui, bien sûr. Ce qui signifie qu'en ce printemps 2015, François de Spa a régné en maître absolu sur Forétro, signant le meilleur chrono lors de chacune des 3 montées officielles, s'imposant au général comme en classé et se voyant en outre décerner le très convoité trophée du roi de l'escorte. Le tout avec une escorte MK1 privée de 5e rapport et chaussée de pneus conventionnels. Tout est dit. L'année dernière, je m'étais fait battre sur le fil de ma faute, j'avais fait une erreur dans la dernière épingle. Et donc c'est Tony Kevers qui avait gagné. Et donc ici c'est la première. Donc Richel j'ai gagné, Maquisard j'ai gagné. Donc maintenant je sais pas quelle prochaine côte je vais faire, mais ça me réussit pas mal. Au bout de l'ultime journée du mois de mai, la satisfaction était totale sur les visages des forces vives de l'écurie du Maquisard. Grâce à une excellente collaboration avec la commune de Traux et son syndicat d'initiative, la montée historique est définitivement sur les rails. Un bilan excellent. Le temps, c'est bien maintenu, donc on n'a pas eu de pluie, c'est parfait. Beaucoup de monde, je crois que tout le monde a pu le voir. On a eu un nombre de voitures identiques à l'année précédente et surtout, on n'a pas eu d'accident, ça s'est très bien passé et l'équipe maintenant au Maquisard tourne à merveille, chacun sait ce qu'il doit faire, donc allez, moi je n'ai presque plus rien à faire, c'est parfait. Prochaine échéance pour les amateurs du genre, le dimanche 16 août, entre le petit village de Marteau, aux abords de Spa, et le monument du Maquisard est connu, à l'arrêt, pour une édition de la montée historique du Maquisard qui promet d'ores et déjà de ne pas être comme les autres. C'est la 10e année. Donc c'est un anniversaire, on va essayer de mettre ça bien en place et voilà, donc j'espère attirer quelques voitures exceptionnelles et je pense que les gens attendent vraiment le Maquisard, ça reste le point d'orgue de la saison au niveau des montées historiques, tant mieux pour nous. Le rendez-vous est pris, on compte sur vous.